Bonjour, je suis Jean-Claude Morel, je suis médecin à l'origine et j'ai créé Médésis Pharma en 2003 après un programme de recherche que j'avais initié en 1991. Donc c'est une aventure qui a démarré maintenant il y a une trentaine d'années sans aucun chiffre d'affaires, financée d'abord avec mes fonds propres en vendant maisons et appartements, puis par des amis, amis d'amis. Et en fait, au fil du temps, j'ai financé l'entreprise exclusivement avec des investisseurs privés. Alors pourquoi avec des investisseurs privés? En fait, je vous décrirai un peu l'entreprise ensuite. Vers les années 2010-2011, on avait deux programmes déjà qui arrivaient en phase 1 et pour lequel on a eu pas mal de contacts avec des fonds d'investissement. Et en fait, les propositions qu'on a eues par les fonds d'investissement habituels des biotech en France, euh, les propositions étaient qu'ils avaient un intérêt, mais d'abord, ils voulaient investir beaucoup plus que ce que nous souhaitions et ils voulaient qu'on devienne monoproduit. Et donc, je vais vous expliquer après sur l'entreprise quel est le projet. On a en fait plus que des produits, on a une plateforme qui permet de développer beaucoup de produits en perspective et un certain nombre qui sont déjà en développement. Et pour conserver ça, on n'a pas accepté de passer par le système habituel des monoproduits que souhaitent les ventures quand ils rentrent au capital. Donc, on s'est financé uniquement avec des investisseurs privés, pour la plupart des chefs de petites entreprises de notre région. On a quelques actionnaires parisiens, mais on a essentiellement des gens de la région. En fait, au fil des années, on levait entre 1 et 2 millions par an, ce qui nous a permis d'avancer sur la préclinique, mais pas de lancer des études cliniques. Et donc, on a levé, on n'était pas loin de 30 millions d'euros levés sur les 25 ou 30 années passées dont je vous ai parlé. Et on a eu également 6 millions cumulés de crédits impôt recherche sur cette période, qui ont été une aide importante pour nous puisque ça se rajoutait au lever de fonds annuel. 230 actionnaires, donc un profil au capital assez différent, mais avec la contrainte qu'on n'avait pas les moyens de faire une levée de fonds significative pour basculer en clinique. Donc on a produit plusieurs produits en développement. On a un produit dans lequel l'actif est le lithium. Le lithium, c'est un médicament qui est sur le marché depuis 40 ans pour traiter les troubles bipolaires. Depuis quelques années, enfin depuis déjà pas mal d'années, il y a eu beaucoup de publications qui montraient l'intérêt du lithium pour traiter les maladies neurodégénératives, en particulier l'Alzheimer. L'inconvénient du lithium, c'est qu'il faut des doses élevées parce qu'il pénètre mal les cellules dans le cerveau et qu'il y a une toxicité du lithium aux doses thérapeutiques, en particulier chez les malades qui ont des maladies neurodégénératives, qui fait qu'il n'est pas utilisable aux doses thérapeutiques. Dans notre technologie, la dose est divisée par 100 du fait qu'on délivre directement dans les cellules. On a fait de nombreuses études de toxicologie qui montrent qu'on n'a absolument rien, même à 15 fois la dose thérapeutique. Et on a plusieurs publications qui ont été faites en neuropharmacologie à l'université McGill à Montréal, qui montrent une activité de notre produit avec des doses très basses de lithium sur tous les mécanismes de la maladie d'Alzheimer. Donc sur ce produit, on a fait tous les développements qui étaient nécessaires et le produit est actuellement pour une demande d'études de phase 2 qui sera réalisée en France dans, je crois qu'on a 6 ou 7 centres hospitaliers. Et le dossier est à l'Agence du médicament en demande d'autorisation d'études qu'on pense démarrer vers le mois d'octobre. Alors, voilà. Le principe des irradiations, si vous voulez, c'est que euh, soit on est très près de la source d'irradiation, une bombe ou un réacteur, auquel cas les gens sont sauvagement brûlés et meurent en quelques minutes ou quelques heures. Si ce n'est pas le cas, qu'ils sont irradiés véritablement, ils déclarent dans les 24 heures qui suivent un état inflammatoire majeur au niveau pulmonaire et digestif, ce qu'on appelle un orage de cytokines, qui est exactement le même que celui qu'on voit dans les formes graves du Covid. Et donc, lorsqu'on a découvert au printemps l'année dernière la symptomatologie
des formes graves du Covid qui amènent en réanimation et hélas, assez souvent à la mort, en fait, c'est exactement la même pathologie. On a comme ça retrouvé pas mal de publications historiques au cours des 10 années passées où il a été montré que les lésions étaient les mêmes entre les irradiations et les virus qui étaient très agressifs, avec une particularité, c'est qu'à ce jour, pour les irradiations, puisque historiquement les gens, l'IRBA travaillait là-dessus, il n'existe aucun médicament qui a une activité qui permet à des gens irradiés de survivre. Le sous-marin, je ne sais plus comment il s'appelait, Kursk, russe, où il y a eu un accident de réacteur il y a quelques années en arrière, on l'a laissé au fond de la mer parce qu'il n'y a aucun traitement. Bon, avec notre traitement, on n'aurait peut-être pas sauvé tout le monde, mais sur les modèles animaux, on en sauve la moitié, en diminuant justement ces phénomènes inflammatoires majeurs. Donc ce produit, on l'a positionné pour le traitement des formes graves du Covid. Bon, il nous a fallu faire une étude de toxicologie que nous a demandé l'Agence du médicament l'hiver dernier. Ce n'était pas complètement justifié parce que c'est la même dose de sulfate de manganèse qu'il y a dans les flacons de réanimation. On a fait ça et le dossier a été redéposé avec un parcours un peu compliqué, déposé au mois de mars au conseil scientifique, au mois d'avril au CAPNET, décidé ensuite qu'on n'était pas prioritaire et le dossier est toujours à l'Agence du médicament et on devrait avoir l'autorisation d'ici fin août. Donc, ils souhaitaient qu'on soit monoproduit, quoi, comme ils ont l'habitude d'investir dans des biotech. Et donc, nous, on en avait déjà quand on les a vus 2 ou 3, plus des projets derrière. Donc voilà. Donc, moi, j'ai préféré prendre le risque d'avoir des tensions en trésorerie pendant des années, ce qui a été le cas, mais de ne pas arrêter toutes les perspectives. Alors, si vous voulez, pour nous, notre priorité, c'était de pouvoir développer, amener en clinique et réaliser les 2 premières études cliniques dont je vous ai parlé, le produit Alzheimer et le produit Covid. Or, si vous voulez, ce développement, les 2 produits, sur 18 mois, ça coûte environ entre 4 et 5 millions d'euros dans nos conditions de fonctionnement à nous. Hein, parce qu'il faut savoir que l'entreprise, en fait, c'était 6 salariés quand on est rentré en bourse, on est 10 aujourd'hui, mais c'est une mini-structure et on ne grossira certainement pas beaucoup dans l'immédiat. On a surtout des experts extérieurs, des collaborations avec des groupes académiques, on a des collaborations et des sous-traitants avec des CRO précliniques ou cliniques. En fait, on sous-traite toutes nos activités à des sociétés ou des académiques qui sont spécialisées. On a une quinzaine de publications scientifiques sur nos travaux et en fait, on anime tout en interne. Il n'y a que la partie mise au point des produits et fabrication des produits pour les études animales, donc pas pour les études cliniques, hein, puisqu'on n'a pas un statut pharmaceutique, ou qui sont traités en interne. Et lorsqu'on fabrique des produits pour les études cliniques, on les sous-traite à des sociétés pharmaceutiques. Les investisseurs, d'abord, on ne les connaît pas vraiment directement. On a fait quelques présentations dans les semaines qui ont précédé. En fait, il s'est avéré que l'essentiel de notre succès lors de l'IPO, c'était auprès du public, plus qu'auprès des investisseurs, puisque on était limité. Alors, on était limité pour des raisons évidentes. On était limité à 8 millions, parce que sur Euronext Go, on ne peut pas lever plus de 8 millions sur une année. Comme on avait levé 500 000 euros quelques mois avant, on a été limité à 7,5 millions. Et en fait, la souscription qui a été faite le jour lors de l'ouverture, on a eu 47 millions de souscrits par des personnes privées. Et il y a eu 18 000 personnes qui ont souscrit plus de 7 fois le montant. On était à 7 fois le montant qu'on avait souhaité. Mais je crois, si vous voulez, que la présentation de l'entreprise avec toutes les perspectives de traitement a beaucoup séduit des investisseurs privés qui sont évidemment sensibles à l'aspect financier, mais sensibles aussi à l'aspect thérapeutique de maladies où il n'y a pas de véritable traitement. Je pense que c'est sûrement un élément qui a été important. Bon, pour la suite, on pense qu'on aura quand même un jour ou l'autre des investisseurs institutionnels qui vont rejoindre peut-être le capital, mais à ce jour, on a eu plus de succès de ce type-là. D'après, si vous voulez, et Euronext et Invest Securities qui a géré notre introduction.
Écoutez, alors, le commentaire, c'est d'abord qu'on n'avait aucune expérience de ça, donc on a découvert. On a découvert au fur et à mesure qu'on avançait les intérêts, les avantages et les contraintes qu'il y avait. On s'en est débrouillé avec. Moi, je dirais que la vision que j'en ai, c'est que ça s'est bien passé, qu'on a été bien accompagné. Tant la société Invest Securities et leur équipe pour l'accompagnement, que Euronext, où on a eu quelques réunions avec eux avant et après, où j'ai trouvé qu'il y avait une bonne volonté évidente dessus. Donc, bon, on a une société de communication aussi qui nous a bien accompagnés, qui nous accompagne encore. Moi, je dirais que moi, moi et nous, notre mini-équipe, on a été satisfaits de la façon dont ça s'est passé. Et surtout, ça nous a permis non pas d'avoir de la trésorerie pour les 5 ans à venir, mais d'avoir de la trésorerie pour lancer les 2 études cliniques prioritaires que l'on avait, avec une trésorerie jusqu'en début d'année prochaine, pour lequel il est évident qu'ensuite, on envisage des compléments de financement. Moi, j'imagine, si vous voulez, l'entreprise on devrait. Alors, est-ce que ce sera après encore une levée de fonds sur la bourse ou avant? On devrait signer des deals avec des pharmas sur certains de nos programmes. C'est un peu l'objectif. Les domaines dans lesquels on est, les deals, les affronts sont souvent élevés. Et donc, on pense qu'à partir de printemps, été l'année prochaine, peut-être avant, mais enfin bon, pas trop rêver au niveau des délais de réalisation, on pourrait être complètement autofinancé par des deals avec des pharmas sur deux ou trois de nos programmes. Sachant que d'autres, on continuera de les mener seuls à côté, mais il y a cette perspective. Donc, je dirais qu'à terme, difficile de dire exactement si ce sera que des deals différents avec différents pharma. Est-ce qu'il y en aura un qui sera beaucoup plus intéressé, qui voudra avoir une priorité sur plusieurs programmes? J'ai de la peine à répondre aujourd'hui, mais on part plutôt dans une idée comme ça d'un autofinancement réel. Et puis, la possibilité d'accéder au marché, parce qu'on a quand même, bon, il y a le produit, on a 2 programmes Covid. Le premier, avec les formes graves, on devrait avoir les résultats cliniques autour de la fin de l'année, ce qui n'exclut pas qu'on puisse, avec une ATU, démarrer une activité de commercialisation dès le début de l'année prochaine ou au printemps, parce que la maladie, hélas, risque d'être encore là à cette époque-là. On a également un produit en maladie orpheline, une maladie de Huntington, où il n'y a rigoureusement aucun traitement. L'étude clinique qui est programmée, dont on a l'avis favorable de l'Agence européenne, avec des résultats, on est susceptible d'avoir une autorisation d'aller sur le marché sur un mode accéléré fast-track, autant en Europe qu'aux États-Unis. Donc, je dirais qu'à 2 ans, on devrait, et peut-être avant, être autofinancé, d'une part par des deals, d'autre part par des commercialisations accélérées fast-track sur le marché.